Pour inviter deux amis, Pascal Mas d'un côté que vous connaissez, qui est spécialiste des BRICS, représentant du Tatarstan en France, géopolitologue qui intervient sur de nombreux médias, et mon ami Pierre Sassine, qui est un franco-libanais, qui est à la fois qui a été un témoin notamment de la guerre du Liban, et qui était un militant notamment dans les milieux nationaux et chrétiens de longue date au Liban. Et son témoignage nous sera précieux. J'ai tenu à ce qu'il soit présent aujourd'hui. Alors abordons ce premier sujet de l'émission, notamment, c'est la politique commerciale de Donald Trump. On sait que Donald Trump a commencé par imposer sur certains produits une taxation à 20% pour l'Union européenne et 40% pour la Chine. On sait qu'aujourd'hui, c'est une véritable révolution, puisque nous étions, depuis la mise en place de l'OMC, et même, disons-le, depuis la logique des accords du GATT après la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur une logique de libre-échange absolu sans limite, avec notamment l'extension de ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée, qui faisait en sorte que lorsqu'on rentrait dans un organisme, dans une structure de commerce international, on devait octroyer aux pays qui rentraient, disons, le meilleur niveau en termes de commerce international, ce qui signifiait des échanges sans fin. Rappelons également que l'Union européenne, depuis la présidence de la commission de José Manuel Durão Barroso dans les années 2000, a inauguré les méga-traités commerciaux qui vont encore plus loin que ceux de l'OMC. Elle en a conclu un avec le Canada. Elle a failli en conclure un avec les États-Unis, mais c'est Donald Trump, dans son premier mandat, qui a mis fin au traité transpacifique. Elle en a conclu un avec la Nouvelle-Zélande, extrêmement important et très dommageable pour nos agriculteurs. Les conclusions avec l'Australie seront au point mort, mais surtout, ce qui est encore inquiétant, c'est que la présidente de la Commission européenne, en décembre dernier, a signé l'accord avec le Mercosur. Alors, la question qu'on se pose justement, à mon sens, c'est de savoir si Donald Trump n'est pas en fait, on parle de Donald Trump lui-même, mais au-delà de Donald Trump, son choix justement ne renverse pas la table. Si aujourd'hui, on ne serait pas vers une politique justement de retour, alors non pas un protectionnisme, mais en tout cas de fin de l'arrêt de ce train fou du libre-échangisme international sans limite, et sommes-nous rentrés dans une nouvelle ère? C'est la question que je pose à Pascal Mas. Merci François, très heureux de vous retrouver à ce micro. Effectivement, les mesures qui ont été prises par le président américain ont troublé tout le monde. Je ne vois vraiment pas pourquoi, parce que tout était annoncé. Donc il suffisait simplement de suivre sa campagne et on savait qu'il avait prévu ce genre de choses. Mais comme les Occidentaux, enfin je veux dire les Européens plutôt, ne sont pas habitués à avoir des politiciens qui font ce qu'ils disent, donc d'où leur désarroi après la promulgation des décrets que vous avez évoqués. Alors, renverser la table, Suisse, je pense que c'est vraiment une révolution dans les échanges internationaux, attendu qu'il met la fin à la mondialisation sans limite, qui n'a favorisé que la Chine et qui a ruiné tous les autres. Il favorise également le retour au pays d'entreprises qui avaient délocalisé. Je pense notamment à Apple, à des constructeurs automobiles. Et ça, les Américains, le peuple américain trouve ça très bien. Ils ont voté pour ça d'ailleurs. Ils ont voté pour leurs emplois et pour le retour de la production à la maison aux États-Unis, donc, de ce qui était parti ou qui a été acheté ailleurs à leur détriment. Bon, il va y avoir peut-être, je ne suis pas un grand économiste, il va peut-être y avoir un effet d'inflation temporaire, mais c'est surtout que Donald Trump sécurise la production. On n'est plus habitué, notamment en Europe, à la production, on est habitué à la consommation. Bon, là, lui, il fait une vraie révolution dans l'esprit économique, c'est de produire sur place et consommer sur place. Et par ailleurs, vous avez parlé des traités que les Européens, stupidement, ont signés avec les uns et les autres. Lui, il ne veut plus entendre parler de ça. C'est des traités, des accords bilatéraux entre pays. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Mme Meloni est si bien accueillie aux États-Unis, parce que il est prévu de faire des accords entre les États-Unis et l'Italie. Alors que les européistes BA ou bêta continuent à dire qu'il n'y a rien de mieux que l'Europe et tout ça, on en voit toutes les conséquences tous les jours et dans tous les pays sans exception. Et donc je crois que ce coup de marée haute qu'a envoyé Donald Trump sur l'économie mondiale, mais surtout sur l'économie européenne, c'était prévu. Alors, vous avez parlé du fait que j'étais spécialiste des BRICS, c'est vrai. Et ben pour les BRICS, tout ça est une aubaine.
Parce que comme les BRICS ne sont pas une structure intégrée comme l'Union européenne avec des contrats liants, donc c'est une aubaine. Alors, Pascal Mas, pour nos auditeurs, est-ce que brièvement, vous pouvez nous rappeler ce que sont les BRICS, comment elles fonctionnent, qui y participent? Voilà. Alors ça serait une émission de 3 heures, Voilà, François. Mais brièvement, allez, puis, brièvement, en avec attendant la sortie- le sens de la synthèse qui vous caractérise, cher Pascal. En attendant le livre la fin de l'écriture du livre que je suis en train de produire, les BRICS, donc c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, ce sont les membres fondateurs, auxquels s'est ajouté l'Afrique du Sud, donc le S. Et puis depuis, il y a d'autres pays sur d'autres continents qui se sont intégrés. L'Égypte, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est encore un cas particulier, mais l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis. Et en octobre 2024, à Kazan, en Russie, ma région, a eu lieu Rappelons que vous êtes représentant également en France. Alors, enfin, vous êtes le conseiller du représentant du Tatarstan en France. Parmi vos nombreuses casquettes, cher Pascal. Pour l'instant, la représentation est en sommeil parce que, du fait des persécutions dont nous avons été victimes, on pourra peut-être y revenir à partir de 2022. Mais donc, les autres pays qui souhaitaient rentrer ne sont pas rentrés en tant que membres, mais en tant que partenaires. Et donc là, on a le Nigeria, on a l'Indonésie, on a le Vietnam, on a d'autres pays comme ça qui sont très très importants dans l'économie de chacune des zones de leurs continents respectifs. Et ces pays-là travaillent ensemble. Et alors, ils ne travaillent pas uniquement sur le terrain économique et monétaire, mais il y a des manœuvres militaires navales, notamment conjointes entre l'Iran, l'Indonésie. Enfin, c'est très disparate. C'est-à-dire que là aussi, il y a une révolution. Et donc, les mesures prises par Donald Trump, de ce fait, en chinois, on dit que crise égale opportunité, là, c'est le cas. D'accord. Alors, sur l'Union européenne, justement, vous avez évoqué le voyage de Giorgia Meloni aux États-Unis, mais le problème, c'est que le commerce international est une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc, il faudrait en quelque sorte, si Donald Trump voulait conclure des accords, ne serait-ce qu'avec l'Italie, sortie de l'Union européenne. Alors ça, c'est la première solution. Ouais. Et puis, il y a aussi d'autres solutions. On sait bien qu'en Italie, il y a deux économies. Il y en a une qui est plus visible que l'autre. Et je crois que Mme Meloni est parfaitement capable de trouver un compromis. Et de toutes les manières, l'Union européenne ne peut pas continuer comme ça. Alors, il faut rappeler que l'Italie, contrairement à la France, se porte très bien, notamment au plan du commerce extérieur, puisque je crois que c'est le miroir inversé. Si la France, avec Emmanuel Macron, notamment, qui est non seulement un Mozart de l'affluence, mais un Beethoven du commerce international, accumule des déficits records de plus de 100 milliards d'euros régulièrement, notamment depuis là, alors qu'en Italie, c'est l'inverse. C'est l'excédent, oui. Je crois qu'il y a un excellent commercial de 100 milliards d'euros, ce qui est extrêmement impressionnant. Alors, on sait que l'Italie a une tradition d'exportation, du fait notamment d'un certain nombre de blocages d'Italie, et puis également par une grande compétitivité, une grande notoriété, un grand prestige même de ses produits. Alors c'est l'automobile, c'est l'agroalimentaire, mais c'est également le machinisme industriel. Donc aujourd'hui, l'Italie, elle, en effet, se trouve sur une pente beaucoup plus favorable. Complètement. Et d'ailleurs, l'Italie prend des parts de marché, notamment contre la France en Algérie. Et c'est devenu le premier partenaire européen de l'Algérie, et a une politique d'exportation qui est soutenue. Alors déjà, le fait, c'est la structure italienne qui fait que les régions disposent d'une grande autonomie et que les grandes entreprises sont soutenues par les régions, ce qui n'est pas le cas ici, puisque vous avez entendu les déclarations de Bernard Arnault et de Pouyanné. Sans parler du président de Safran qui a dit qu'il n'irait plus investir dans les villes écologistes. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà. C'est ça. En Italie, ce genre de choses, c'est surréaliste. C'est-à-dire que les grands condottières travaillent en partenariat avec les régions et quelquefois avec l'État fédéral italien. Donc, on est face à deux voies qui ne sont absolument plus parallèles, mais qui se séparent chaque jour. Bien. Alors, donc, pour vous, est-ce que véritablement, on va sortir de l'OMC, ou est-ce que, puisque Donald Trump, on sait, est sorti de l'OMS, était sorti de l'UNESCO, de ces structures, mais envisagez-vous, notamment vis-à-vis de l'OMC, à terme, une possible sortie de l'OMC? Alors, une explosion de l'OMC plutôt.
Expliquez-nous un peu ça. Et Donald Trump, il envisage même de sortir de l'OTAN. Alors c'est pour vous dire que tout ce qu'il... L'OTAN peut-être pas pour le moment, mais bon, sur l'OMC, si on reste sur la politique commerciale. Sur la structure actuelle de l'OTAN, mais surtout pour continuer à prendre des commandes de matériel américain vis-à-vis par les Européens. Alors sur l'OMC, c'est ce qui a complètement bouleversé le fonctionnement de l'OMC, c'est l'entrée de la Chine. L'entrée de la Chine dans l'OMC. Rappelons-le, 2001, l'immense cadeau de Bill Clinton aux Chinois, qui fait rentrer la Chine dans l'OMC, en contravention d'ailleurs avec le principe d'économie de marché. Il faut savoir que pour rentrer dans l'OMC, donc il faut être qualifié, le pays doit être qualifié comme économie de marché. Qu'est-ce que c'est qu'une économie de marché principalement? C'est non seulement une économie notamment où le privé tient une part importante, mais où le public notamment ne fausse pas les règles. Par exemple, pas par des subventions massives. On sait que la Chine triche. La Chine, bien sûr, parce qu'il y a un capitalisme d'État et que notamment elle manipule sa monnaie, le yuan, pour la sous-évaluer, la rendre plus compétitive. Donc, on sait très bien que Clinton est quelqu'un qui a commis une véritable forfaiture, on peut le dire, entre autres, en 2001, en laissant rentrer la Chine à l'OMC. Pour quelle compensation, ça, on peut se poser la question. Et justement, la Chine est entrée par effraction à l'OMC. Elle est aujourd'hui la principale bénéficiaire. Exact, oui. Et de toute manière, là je vais revenir sur les BRICS, la Chine, même si elle était exclue de l'OMC, est quand même la puissance économique dominante des BRICS. Donc ils s'en foutent en vérité. Alors justement, sur les BRICS ne sont pas un ensemble homogène. Il faudrait quand même rappeler une chose importante, c'est qu'en 2024, le PIB global des BRICS a dépassé celui du G7. G7 qui aujourd'hui, qu'on soit pour ou contre, qu'on critique ou pas, un ensemble plutôt cohérent entre les États-Unis, les pays européens qui participent, enfin qui ont des positions politiques similaires, en attendant peut-être des changements aujourd'hui, alors que les BRICS sont arrivés au même niveau de PIB, ce qui signifie un certain basculement économique mondial, sachant quand même que le G20 correspond à mon sens peut-être à la réalité essentielle au plan mondial, puisqu'elle mixe à la fois le G7 et le G20. Alors les BRICS, par contre, ne sont pas un ensemble homogène, puisqu'il y a quand même aujourd'hui, au sein des BRICS, une rivalité entre deux grands pays, l'Inde et la Chine, même si, paraît-il, à Kazan, on a commencé à mettre sur la table une possible régulation, ou du moins un possible apaisement des tensions, mais c'est un pays au sein desquels il y a quand même des rivalités économiques, commerciales très importantes. Alors, c'est pas soi-disant, parce que après le sommet du 24 octobre 2024 à Kazan, la Chine et l'Inde ont cessé, se sont mis d'accord sur la fin d'un conflit frontalier qui durait déjà depuis 30 ans. Et dans la semaine qui suivait, les troupes se sont repositionnées de façon à faire baisser la tension et à régler le problème. Donc ça marche. Mais pourquoi ça marche? C'est parce que les BRICS sont des pays qui gardent leur souveraineté intégrale. Donc chacun fait ce qu'il veut avec qui il veut. Bon, évidemment, du fait de cette extension complètement exponentielle qui a eu lieu au cours de ces 2 dernières années, les BRICS se trouvent de nouveaux marchés. C'est-à-dire qu'ils sont plus obligés... Alors, il y a aussi le phénomène de dédollarisation, bien sûr, c'est-à-dire de privilégier les échanges sans utiliser le dollar. Et ça, Donald Trump en est parfaitement conscient. Il sait très bien que ça, la dédollarisation de l'économie mondiale, c'est quelque chose qui peut être terriblement préjudiciable pour les États-Unis, ainsi que la possession de la dette américaine par des puissances étrangères. On estime, je crois, entre 15 et 20% de la détention des bons du Trésor par la Chine, à peu près. Et ça a baissé, parce qu'ils ont, oui, ils ont un beaucoup... petit peu baissé, maintenant, oui. Ça a été beaucoup plus fort, mais ça a baissé. On est en dessous de 20%. Voilà. Alors la Chine est encore propriétaire de la dette, mais pas des États, de la dette fédérale, la dette des États, la dette des villes. Ça, c'est beaucoup plus facile. Alors, ils sont en mesure d'ailleurs de faire du chantage par rapport à Taïwan, etc. Donc, les Chinois s'en sortent très bien. L'ONC leur a permis de pouvoir assécher certains marchés à leur profit, mais maintenant, ils n'en ont pratiquement plus besoin. Alors, il y a un pays également, alors on a beaucoup parlé notamment des mesures de guerre commerciale des États-Unis contre l'Union européenne, contre la Chine. On a peu parlé de la Russie. La Russie est-elle concernée, à votre avis? Alors, la Russie est-elle concernée? Et ensuite, à votre avis, quel est l'objectif de Donald Trump en termes de relations commerciales vis-à-vis de la Russie? Alors, bien sûr, la question ukrainienne est
prégnante et l'objectif, c'est de calmer cette affaire-là. Mais l'objectif réel de Donald, c'est d'avoir des bonnes relations économiques avec la Russie, de façon à avoir une forme de contrôle sur, par exemple, sur le prix du pétrole, les acheminements par la route nord, par la route arctique qui est maintenant disponible. Du fait du réchauffement C'est climatique. cela, ouais. Et aussi des terres rares. Parce que pour l'instant, les terres rares, elles sont exploitées uniquement par les Chinois. Alors des terres rares, il y en a notamment au Tatarstan, merci, mais pas beaucoup. Et puis aussi dans l'est de l'Ukraine. Donc, il y a des discussions à ce niveau-là pour dire, écoutez, ça serait pas mal qu'on exploite ça ensemble et tout, parce que l'exploitation des terres rares, du lithium en particulier, ça, c'est très polluant, ça coûte très cher, et ça demande des infrastructures que les Russes ne sont pas en mesure de développer eux seuls. Donc, on risque d'avoir dans les prochaines années des coopérations un peu comme les coopérations spatiales avec la station où il y a des... Je rappelle qu'il y a toujours la station internationale et entre autres russe et américaine, il y a toujours une coopération d'ailleurs entre la Russie et les États-Unis. Seuls les Chinois font bande à part en matière Oui, de spatial. parce que les autres n'en veulent pas non plus. Parce que sans quoi, ça serait eux qui gouverneraient tout encore. Donc c'est par prudence. Faut pas se faire d'illusions. Les relations entre les Russes et les Chinois sont bonnes, mais il y a toujours une méfiance. Bonne, on va pas, disons qu'elles sont, elles vont vers une baisse des tensions, mais elles ne sont pas encore au beau fixe. Hein. C'est pas l'amour fou, ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Mais les relations sont bonnes, c'est-à-dire que Moscou et Pékin discutent en toute franchise. Mais Oui, Moscou et Pékin, vous voulez dire, d'accord. Ouais. Mais en ce qui concerne, il y a quand même toujours une méfiance. Hein. Ça, c'est structurel et c'est même culturel. Donc il y a toujours une méfiance de la part des Russes par rapport aux Chinois, qui n'est pas sans raison d'ailleurs.